revendications des différentes sociétés savantes et ce qu'elles attendent de notre groupe. On va peut-être laisser la parole peut-être à Jérôme d'abord sur sa présentation. Et puis on discutera. Bonjour, merci de l'invitation. Merci du sujet, qui n'était pas le sujet où il y avait plus de littérature. Donc l'idée, c'était plus de faire un point sur ce qui se passe en ce moment en France, de faire un point sur ce qui se passe ailleurs, puis après, plus de proposer des débuts de travaux pour essayer de... La réponse, je vous la donne assez vite, il y a probablement en effet un intérêt à se coordonner dans la régulation. Alors, l'état des lieux en France, je n'ai pas eu le temps de finir toute la diapo, mais globalement, les UMAC, ça représente 30-40 patients maximum par an. Voilà, c'est des départs qui sont à peu près, il y a le même nombre à peu près tous les ans par centre, ça varie assez peu. Je vous ai juste, pour remettre un peu la couverture du territoire, là, il y a 4 UMAC, à peu près tout est couvert, hein, finalement j'ai fait des carrés, donc ça ne couvre pas tout, mais globalement au niveau géographique, toutes les zones sont potentiellement couvertes par une des 4 unités mobiles. Alors, j'ai fait ma petite enquête, donc j'ai appelé un peu tous les centres. Globalement, on fonctionne quasi pareil. Mais le quasi est assez important parce que quand on va vouloir parler des mêmes choses, il y a des petits détails, des petites choses de matériel, d'organisation, de gestion du patient. Ce n'est pas tout à fait la même chose et si on veut faire une régulation nationale homogène, il y aura des petites choses à changer dans chaque centre. C'est à peu près toutes, je crois que si je ne me trompe pas, c'est toutes des unités pédiatriques et ou néonatales. Il n'y a pas de liste d'astreinte dédiée à l'UMAC, donc soit c'est le volontariat et on s'arrange, soit on dépouille un service pour pouvoir partir. Donc on a tous le même problème, donc si tout le monde est en week-end ou tout le monde sort de garde, ça devient compliqué de partir. Et les personnes qui partent sont à peu près tout le temps la même chose. Il y a un médecin, un chirurgien, une infirmière. Et ça, c'est le mode de fonctionnement est à peu près similaire partout. Ça peut être un chirurgien cardiaque ou un chirurgien général. Mais c'est en général des équipes au minimum à 3. On a à peu près tous une checklist de départ avec le matériel. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Alors, je vais vous donner des exemples après. On coche. Là, il ne faut pas oublier de prendre la pompe. Ça arrive à tout le monde. On a tous des listes d'indications, des listes de contre-indications et des feuilles de régulation. Alors, je vous ai... juste après. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et donc, si on va avoir une régulation nationale, il va falloir juste qu'on se coordonne. Globalement, les indications, c'est toutes les mêmes. Les contre-indications aussi, mais on peut décider de cannuler un patient immunodéprimé qui n'aurait pas forcément été cannulé autre part. Et c'est des histoires de discussion au cas par cas. On en a pas mal parlé sur les immunodéprimés, mais même nous, on change d'avis, en fait, finalement, avec le nombre d'appels. Alors, il y a quand même des différences sur la gestion du patient, et Pierre-Louis et Pierre en ont déjà pas mal parlé, c'est que nous, à Trousseau, on a tendance à laisser le patient jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on va le gérer au bout, et quand vraiment l'indication est liée, globalement, on part rarement pour rien. Ça nous est arrivé comme tout le monde, mais globalement, quand on part, on est à peu près certain de cannuler le patient. Et alors que Nantes, on essaie de rapprocher le plus possible les patients. Donc ça, c'est pareil, c'est un mode de fonctionnement qui est différent, qui est lié aussi à qui nous appelle. Nous, globalement, on est quand même souvent appelés par déchus. Et en fait, quand ils nous appellent, on n'a pas beaucoup de choses en plus à faire. Que c'est plus, il y a l'indication, est-ce que vous pouvez venir? Et on discute de petits détails de finesse, mais en général, quand c'est Lille, par exemple, qui nous appelle, pour ne pas les citer, on sait qu'on va partir, quoi. Après, il y a des modes de transport. Alors, on fonctionne à peu près tous pareil, je crois. Alors nous, on aime beaucoup partir en hélicoptère pour arriver vite, mais on rentre en camion. Alors ça peut être le camion du SAMU de Robert-Debré si on est à moins de 300 km, mais si on dépasse 300 km, c'est l'équipe locale qui va nous prêter une ambulance et 2 ambulanciers pour faire leur tour. On part parfois en avion, ça peut être des boîtes privées, ça peut être le SAMU, donc tout ça c'est pareil. Si on veut faire une régulation un petit peu nationale, il y a pas mal de choses à éclaircir, qu'il n'y ait pas de guerre entre guillemets de territoire entre les SAMU. Qui va ramener l'équipe? Est-ce que c'est le SAMU qui apporte l'équipe ou est-ce que c'est le SAMU de l'emplacement où on cannule? Ça, il y aura des discussions, à mon avis, assez intéressantes. Alors, je vous ai mis un peu, nous, comment on fonctionne, notre algorithme de décision. Alors, c'est un peu petit, mais
quand on a un appel, il faut qu'on coche à chaque case. Alors, est-ce qu'il y a une pompe? Parce que maintenant, c'est plus le problème. On n'avait pas autant de pompes d'ECMO et ça arrive une fois qu'on nous appelle, ouais, il n'y a pas de pompe. Donc, il y a plein de petites choses. Et je sais que pour Pierre, c'est à peu près la même chose à Nantes. C'est toute une checklist de, déjà, est-ce qu'on peut partir? Et ensuite, il y a le matériel. Donc, je ne vous ai pas tout mis parce qu'il y a 4 feuilles. Et je suis à peu près certain qu'on n'a pas tous les mêmes petites habitudes. Voilà. Et pareil, si on veut faire une espèce de régulation nationale, soit on garde chacun son matériel, je ne suis pas sûr qu'on parte tous avec la même pompe. En tout cas, il y aura probablement aussi un travail à faire sur probablement qu'il y a un certain nombre de choses de cette liste qu'on n'a jamais utilisées. Et on est stressé, donc on va prendre plus, mais des choses qu'on n'a jamais utilisées. Alors je vous ai juste mis voilà, Nantes a aussi son protocole et on s'est échangé. Globalement, les informations, c'est les mêmes. Les indications, on ne va pas les changer, hein, les contre-indications aussi, mais il y aura un travail de synthèse, parce que celui de Nantes est très long, le nôtre est très court. Il y a probablement un juste milieu à faire. Alors j'ai regardé comment ça se passait ailleurs. Globalement, il n'y a quand même pas énormément de littérature sur l'organisation des unités mobiles. Il y a 2-3 papiers sur PubMed qui ont déjà été présentés, donc je me suis fait un peu spoiler, mais la plupart des informations, finalement, je les ai trouvées en allant chercher sous Google. Donc en Italie, du coup, je ne vais pas le détailler plus. Donc en Italie, ils ont fait un très beau réseau avec 2 centres référents, un qui gère le sud, un qui gère le nord, un numéro vert qui précise gratuit. Et ils vont réguler en fonction de l'appel, orienter le patient sur le centre du nord ou sur le centre du sud. Alors ça paraît, c'est génial. Voilà, il y a 14 centres en Italie, c'est le numéro vert, et puis ils ont une feuille de régulation commune, ça paraît vraiment hyper attractif. En pratique, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a quand même tout le monde ne joue pas le jeu. Il y a alors j'ai mis entre guillemets des détournements de patients. Un patient du sud qui finalement va aller au nord parce qu'en fait, le médecin connaissait plus le docteur du nord, donc il a chanté le réseau. Donc ça paraît très bien, mais il y a quand même aussi un travail. Alors c'est un réseau qui est jeune, hein, c'est 4 ans, donc, mais il y a encore pas mal pas de ratés, mais de pratiques qui ne rentrent pas clairement dans ce qu'ils veulent. Puis après, je suis allé voir en Suède parce qu'il y a Karolinska qui est un peu la référence du transport en ECMO, j'ai presque envie de dire, dans le monde. Alors, ils font tout. Ils font du national, de l'international très longue distance. Ils voyagent globalement avec les militaires. Donc, ils ont rapporté, là, le dernier papier en 2018, ils étaient quasiment à 1000 transports. Nous, on en a fait 50. Donc, certaines différences. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que au départ, c'est parti c'était une histoire de géopolitique, et en fait, ils ont, entre guillemets, fait fermer les centres en Finlande, c'est-à-dire qu'en fait, ils récupèrent tout. C'est-à-dire que tout ce qui est quasiment tout ce qui est en Scandinavie, finalement, va aller à Karolinska. Et ils ont fait le pari de dire, ça coûte trop cher de développer des petits centres en Finlande, pour ne pas les citer, donc du coup, en fait, on va les envoyer à Karolinska. Et puis, ils vont même chercher en Irlande, parce que l'Irlande s'est dit que finalement, les nouveau-nés, c'est pas rentable, il n'y en a pas assez, donc en fait, c'est moins cher de faire venir Karolinska. Donc eux, c'est à l'extrême, c'est qu'en fait, ils prennent tout. C'est pas forcément les meilleures choses, mais ça a l'air ça marche super bien. Et il y a un financement, vous avez croisé à l'Euro-Elso, il y a aussi le gouvernement qui paye, c'est qu'ils ont fait valider toutes leurs pompes aéronautiques, une par une, avec toutes les pousses seringues, tout ça a été validé un par un, c'est 10 000 € minimum par pompe. Et donc ça, clairement, à la PHP, on ne pourra jamais le faire. Hein. Donc il y a aussi une pression politique pour que ça marche comme ça. Et puis, en cherchant sur Google, alors c'est celle d'après, donc ils ont un super site hein, avec le numéro qu'il faut appeler. Et alors c'est en suédois, mais en gros, ils vous disent voilà ce qu'on va vous demander. Donc c'est ce qu'on disait. Avant d'appeler, le praticien, il peut aller voir sur le site, il a le numéro pour appeler, et il sait que, il y a ces critères qu'on va lui demander, et que de toute façon, s'il n'a pas la réponse, ils vont dire non. Ou en tout cas, ils vont dire, va le chercher, et on se rappelle. Donc, c'est pareil, il y en a 3 pages, hein, il faut lire les suédois, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, aux États-Unis, j'ai été regarder aussi un petit peu, donc officiellement, il y a 306 hôpitaux qui ont un problème d'ECMO. Donc, c'est plutôt version à l'opposé, c'est que tout le monde en fait, et c'est sur le site de Columbia, il disait que 50% de ces sites d'ECMO faisaient moins d'une procédure par an. Et que souvent, ces centres-là étaient à moins de 50 km d'un gros centre. Mais ils veulent faire leur ECMO annuel.
les ECMO mobiles en pédiatrie, il y en a 4 officiellement déclarés qui font du transport aérien, je vous les 3, pardon, une dans l'Arkansas, une au Michigan, une aux États-Unis. Chacun régule à sa façon, chacun a sa feuille, ils ont leur numéro, alors chaque site a son numéro pour appeler l'unité mobile avec une feuille de régulation, mais c'est pas du tout coordonné, c'est chacun a sa feuille, chacun a ses indications, et ils transportent différemment, c'est pas les mêmes équipes, et il y a clairement entre guillemets, des UMAC sauvages où on en fait une comme ça parce que voilà, on n'avait pas le choix, on l'a fait, on la déclare à personne, on ne sait pas vraiment faire, on n'en fera pas une avant 10 ans. Donc c'est le mode de fonctionnement inverse de Karolinska et de l'Angleterre. Parce que je vous apprends rien, il n'y a que 4 centres en Angleterre. Ils sont tous responsables d'une zone géographique. Par contre, ils vont réguler, voilà, chacun a sa façon de réguler. Ce n'est pas une régulation nationale, ils sont responsables d'une zone et ils vont réguler cette zone comme ils veulent. Et après, toutes les ECMO vont aller dans ces centres où ils vont aller les chercher. Alors en France, j'ai regardé chez l'adulte, pareil, il y a énormément de centres d'ECMO, il y en a de plus en plus, il y en a de plus en plus qui te disent qu'on va aussi faire du MAC, parce que c'est sympa comme activité, c'est valorisant, ça fait une activité un peu qui en jette, mais c'est pareil, c'est des activités, plus il y en a, vu que je vous dis, il y a 40 patients par an en pédiatrie, s'il y a 10 UMAC, on va juste être tous mauvais, parce qu'à 4 patients, globalement, on n'a pas assez d'expérience. Nous, à chaque UMAC, on découvre une nouvelle boulette. Hein. Et pourtant, on en est, je crois, à 50. Et à chaque fois, on dit, ah bah tiens, le réchauffeur, on a fait sauter les plombs de l'ambulance. On n'avait pas fait gaffe. Et donc, si on n'en fait plus que 4 par an, c'est probablement pas suffisant. Et, pour revenir, c'est qu'en plus, il y a des UMAC adultes qui sont vraiment à 10 km d'écart. Hein. On couvre la même zone, mais c'est plutôt mon ancien co-interne, mon ancien co-chef qui me connaît, qui va m'appeler moi, plutôt que c'est pas du tout... dans certains endroits, ça marche encore un peu au copinage. Alors, est-ce qu'il faut harmoniser la régulation nationale? Moi, après, c'est un avis personnel, mais je pense que clairement, on a tous un intérêt à le faire, parce que c'est pas beaucoup de cas, on a tous notre expérience de site, et qu'à mon avis, ça va faciliter la transmission aussi de quand est-ce qu'il faut appeler pour une UMAC. Pour une ECMO d'ailleurs, pas que pour une. Et c'est cette transmission d'informations que parlait Pierre dans leur réseau Grand Ouest, qui fait que finalement, le fait d'avoir une régulation commune bien affichée, eh ben, les gens ils vont avoir l'information plus facilement. C'est quoi l'indication d'une ECMO? Quand est-ce que je vais appeler? Qui est-ce que je vais appeler? Et ça peut fluidifier aussi la régulation, parce que comme disait Pierre-Louis, parfois c'est des heures de téléphone qui parfois n'aboutissent pas pour une dégradation du patient ou une amélioration, et finalement on a passé 6 heures au téléphone, on a l'impression qu'on a perdu 6 heures pour rien. Et le fait d'avoir une cellule centrale qui, entre guillemets, gère ça, ça permet aussi aux praticiens de regagner du temps et de ne pas avoir à faire de la régulation téléphonique. Si en plus on n'est pas... moi personnellement, réguler un coup de fil, j'ai jamais fait de SAMU, je perds des heures, je raccroche, j'ai oublié de demander une identité, je rappelle, je raccroche, j'ai pas demandé le groupe, c'est l'enfer quand on ne sait pas faire. Et on a l'impression qu'il faudrait, entre guillemets, professionnaliser la régulation pour qu'on ne passe pas 5 coups de fil en oubliant de demander le numéro de téléphone. Et que d'avoir des arbres décisionnels communs, on en parlait un petit peu, ça pourrait aussi éviter d'avoir des implantations trop tardives, c'est-à-dire que c'est futile, et puis si on en parle tous, on a tous le même arbre décisionnel, peut-être qu'on en ira moins brancher de patients qui finalement sont déjà quasiment décédés, ou à l'inverse, de se retrouver appelé sur un patient qu'en fait quand on arrive, il n'y a pas besoin d'ECMO, il fallait mettre une sonde à ballonnet, et en fait, vu qu'on ne régule pas de façon professionnelle, on a oublié de le demander. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, c'est majeur si on veut continuer à progresser. Et puisqu'on a beaucoup insisté là-dessus, ça permettrait de se connaître. En fait, la meilleure prise en charge du patient, en général, c'est quand on discute avec la personne et on sait qui est de l'autre côté du téléphone et on peut tout se dire. Et on n'est pas vexé parce qu'on dit pourquoi tu n'as pas fait le DV? Parce qu'en fait, peut-être qu'il y avait une bonne raison qu'on n'avait pas. Et ça améliore, nous on a vu avec les centres avec lesquels on travaille, c'est que maintenant on a quasiment de moins en moins de marge thérapeutique parce qu'en fait à force de discuter, d'échanger, tout est fait et en fait quand on nous appelle, ils ont fait le package entre guillemets du Zara, il a le curare, il a eu son DV, il a une grosse PEP et du coup la décision en plus devient plus facile. Et alors là j'espère que je ne vais pas me faire taper sur les doigts, mais il y a quand même un certain nombre de patients pédiatriques de moins de 20 à 25 kg qui en fait vont être gérés par des réa adultes qui vont cannuler parce que il n'y avait pas
la pédiatrie ne fait pas d'ECMO sur place. Par exemple, Dijon, les plus de 20 kg, si je me trompe, ou 20-25 kg, vont être cannulés et gérés en réadulte. Et alors, pour les moins de 20 kg, ils vont nous appeler. Du coup, c'est un peu surprenant, c'est que il y a des gags dans les deux sens. Du coup, le dernier patient, en fait, ils n'ont pas appelé les adultes en pensant qu'on nous avait appelés, mais la pédiatrie ne nous a pas appelés en pensant qu'ils avaient appelé les adultes. Bon, la fin a été assez triste. Mais comme je vous disais, ça va probablement être un travail qui va être complexe, qui va être très intéressant, mais ce que j'ai déjà un peu parlé, il va falloir qu'on se montre tous nos checklists, qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on devrait rajouter, parce qu'en fait le collègue il a des très bonnes idées et nous on n'y avait pas pensé, et ça va être un gros travail. Est-ce qu'on garde nos pompes, ou est-ce que, je provoque, mais est-ce que toutes les UMAC vont partir avec le même type de pompe, le même matériel, les mêmes sacs? Moi personnellement ça me paraît un peu utopique pour l'instant en tout cas. Qui va transporter, c'est-à-dire qui amène l'équipe, qui la ramène, parce que clairement, c'est un des problèmes réguliers, à plus de 300 km, on sait que le retour va être compliqué. Que ça va être long, c'est pas... nous, le SAMU de Robert Debré, par exemple, nous a fait un module pour l'UMAC. Ils ont rajouté des emplacements pour le réchauffeur, ajouté des prises, ils nous ont fait un truc génial avec un arche pour les pouces seringues. Quand on rentre avec un SAMU qui n'a pas l'habitude, en général, ils nous filent un brancard, 2 ambulanciers, bon retour. Et c'est dans tous ces transports où on a eu des problèmes. Parce qu'ils n'étaient pas habitués, on ne les connaît pas. Quand on ne se connaît pas, on communique moins bien. Et en général, c'est là qu'arrivent les gags. Et après, qui va gérer ça, où est-ce que ça va être localisé, qui gère? Parce que s'il y a une régulation centrale, nous, on a en gros une 50aine d'appels par an à peu près. Donc il doit y avoir une centaine d'appels par an. Donc ça fait un par jour, c'est pas beaucoup pour dédier quelqu'un ou une personne. Mais finalement, 100 appels à gérer... si on n'est pas dédié à ça, c'est ingérable. Et pareil, ça va avoir un coût. Comme je vous disais, pour l'instant, développer des choses qui coûtent de l'argent, c'est pas encore, c'est pas un objectif du ministère, on va dire. Nous, je crois que c'est pareil pour tout le monde. L'UMAC, on l'a fait à moyen constant, sans argent. Et puis une fois que ça marche, on lui dit, vous avez vu, il n'y avait pas besoin d'argent. Donc ça va aussi être une question. Si on veut monter quelque chose de national, il y aura forcément besoin de moyens, et donc forcément ça va commencer à être compliqué. Et de façon pratique, on en a un petit peu parlé avec Pierre, à court terme, la chose la plus simple, finalement la première pierre à cet édifice, ce serait de faire des feuilles de régulation commune. Voilà. C'est quoi nos critères d'indication? C'est quoi nos critères de indication? Quels paramètres on a besoin pour décider? Globalement, ça va probablement être la même chose, mais qu'on se le dise et qu'on l'écrit sur une feuille ou 2 feuilles, qu'on continue de communiquer, parce que ça arrive encore qu'on nous dise « Ah non, vous faites de l'ECMO, vous faites de l'UMAC, ça fait 5 ans, on a publié », mais en fait, c'est aussi de notre faute, c'est-à-dire qu'on n'a pas été communiqué partout, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a tous une activité clinique. Et puis, à moyen terme, ce que suggérait déjà Pierre, ce sera après d'évaluer ça, c'est-à-dire lancer une feuille commune qu'on utilise tous. On l'évalue, est-ce que ça marche, est-ce que ça nous convient, et si ça marche, on peut continuer à le faire voir à plus long terme et essayer de construire pierre par pierre quelque chose de commun qui va prendre probablement des années, mais idéalement d'avoir le numéro comme Karinska, le site internet, voilà, vous avez besoin du UMAC, vous appelez ce numéro, vous allez être régulé, on va vous dispatcher sur le centre Est, le centre Nord, et après la décision sera faite pour le centre, mais c'est quelque chose qui semble compliqué, il y aura beaucoup de travail, mais qui, sur le long terme, ne peut qu'apporter à tout le monde, et aux patients, parce que ça va être plus rapide, plus fluide, et aux médecins, parce que ça va être plus rapide et plus fluide, et peut-être que d'avoir un truc central avec un gros volume, ce sera aussi plus facile de faire valoriser cette activité, qui pour l'instant, faire une UMAC ou brancher à la maison, c'est pareil, il n'y a pas plus de moyens, pas plus d'argent, par contre, il y a plus de moyens déployés, et le fait peut-être d'avoir un truc, une régulation centrale qui fait 50 transports par an, du coup c'est plus facile de se faire entendre que chacun on en fait 5 à 10, par rapport à l'adulte c'est négligeable. Voilà. Puis l'UMAC, il faut quand même prendre du plaisir un petit peu. Je voulais juste commencer par, avant de discuter, comme il n'y a pas eu le topo de Étienne Javoué,
En fait, Étienne Jouet, on avait choisi parce que c'est un représentant du GFRUP. Quand on avait fait l'enquête, il m'avait rappelé pour donner tout un tas de choses, de sentiments, des choses qui se discutaient sur les UMAC, en fait. Et donc, ce qu'il m'avait dit, c'est que bon, c'était bien qu'on fasse un jour une session comme ça, et que les attentes, en fait, des centres, en fait, chaque centre travaille avec un centre ECMO, etc. Mais eux, ce qu'ils voulaient savoir, c'est voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de couvrir un peu tout le territoire? Est-ce qu'il y a une égalité des chances pour tous les gens qui payent leurs impôts en France? Voilà. Est-ce qu'on est sûr que vous avez tous bien réfléchi à vos indications? Vous avez discuté entre vous? Voilà. Moi, j'ai eu un centre, par exemple, qui m'a dit, bah oui, mais moi, Trousseau, il faut quand même beaucoup d'UMAC. On ne pourrait pas plutôt aller avec Trousseau? Ce qui se conçoit, hein, effectivement, hein, comme il y a des gens qui préfèrent se faire opérer dans un centre et pas dans un autre parce que pour les raisons qui leur appartiennent. Donc la réponse à ça, enfin voilà, et Étienne avait ajouté aussi que il serait intéressé, en tout cas les gens qui font la réappel indépendamment de l'ECMO, par une possibilité d'évaluer l'impact des UMAC. Pas que sur le plan économique, mais voilà, sur le plan déjà l'efficacité, etc. Donc l'idée à partir de ça, et lui-même avait donc suggéré qu'il puisse y avoir une publication de ce qu'on propose en France, les indications et contradictions. Peut-être qu'on n'arrivera pas complètement à... Voilà. Moi, je serais plutôt favorable quand même. Je pense qu'il faut aussi préserver les liens de connaissances, et donc le territoire est quand même assez vaste. Mais bon, voilà, c'était juste un préambule peut-être aux questions pour préciser pourquoi le topo arrivait comme ça. Merci Pierre. Des remarques? Non, ce type de présentation, je me rappelle un peu du début de l'aventure du Club ECMO il y a 6 ans maintenant. Enfin, je vois que l'idée de base elle est en train de se concrétiser avec un début du commencement d'élaboration de réseaux qui tend à être national pour valider des indications communes, des procédures communes, et ça c'est très très bien. Mais je pense qu'il faut le faire aussi en parallèle. C'est une remarque, hein, c'est pas une question, et puis c'est justement pour alimenter la discussion. Ça va faire un appel d'air forcément, ça va faire un appel à une augmentation de ce type d'activité. Il se posera forcément, à un moment donné, la capacité de prise en charge de ces patients en aval. Et le fait de travailler en commun avec les réanimations pédiatriques imposera à un moment ou à un autre le développement de la prise en charge de ces techniques dans les réanimations pédiatriques, c'est-à-dire les centres où on va aller cannuler, peut-être laisser les malades là-bas. Enfin, moi, je parle pour notre centre. On a une pauvre réanimation de 6 lits où on peine à faire toute notre activité de chirurgie cardiaque. Dès qu'on rentre une ECMO, ça bloque. Donc, je pense que ces raisonnements territoriaux, nationaux, où on doit avoir une politique commune, il faut aussi élargir les compétences et l'expertise de prise en charge de ces patients dans différents centres. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le problème, c'est que ce que disait Jérôme, les données de la littérature, elles vont quand même sur le fait qu'il faut un volume minimum de patients dans les centres qui font de l'ECMO. Et que, effectivement, nous, notre politique de laisser le patient le plus tardivement possible dans le centre, parce qu'on considère à juste titre que les centres qui se font de la réanimation pédiatrique, ils ont les compétences pour gérer ces malades jusqu'au bout. Donc, mais après, effectivement, on tombe sur la question de faut-il qu'il y ait plein de petits centres partout, et ça, c'est un problème. Après, je pense que la régulation, s'il y a une régulation nationale, et on a vu que là, en quelques années, on a fait beaucoup de progrès. On est passé d'une seule UMAC qui était à Marseille il y a 10 ans à maintenant une couverture du territoire qui est à peu près correcte pour tout le monde. Donc au moins, ça c'est bien. Mais peut-être qu'à terme, l'idée c'est si Trousseau il va chercher un malade à Limoges, est-ce que le mieux c'est que le malade y revienne à Paris ou est-ce que Bordeaux c'est pas plus près? C'est-à-dire que dans l'organisation de centres qui font de l'ECMO, d'avoir éventuellement cette territorialisation-là. Mais après de dire le centre qui n'envoie jamais, on va lui laisser le malade pour qu'il acquiert une expertise. Je ne dis pas ça.
Bien sûr, non, Ça peut être compliqué. le nombre minimum de procédures est une limite à l'expertise. Il faudrait qu'il y ait un minimum d'activité pour développer l'expertise. Ce que je veux dire, c'est que les centres, vous l'avez bien montré, il y a 4 UMAC en France. Si ces 4 UMAC absorbent toutes les UMAC, là, on en a recensé combien par an? Une cinquantaine? Entre 35 et 40. Voilà. Donc si ça se développe, si on se projette, on peut facilement doubler, voire tripler ça. Si on se projette sur une activité où on va monter à peut-être 100 ECMO par an divisé par 4, je dis n'importe quoi, on est à 25 avec une durée moyenne de séjour, le calcul est vite fait. Durée moyenne de séjour de ces patients-là de 3 semaines, on risque d'avoir des ECMO toute l'année dans ces centres-là. Oui. C'est là où je veux en venir. Peut-être il y a aussi des organisations à réfléchir, pas les laisser dans des services comment dire, comme à Limoges ou autre, mais avoir des services de réanimation polyvalente qui a une puissance d'accueil, une capacité d'accueil plus importante pour essayer de les centraliser dans ces endroits-là. En fait, il faut que les réanimations, comme tu dis, polyvalentes doivent s'ouvrir aussi peut-être davantage. Il y a Astrid qui est là, je prends l'exemple de Bordeaux, où on a une réanimation pédiatrique qui est assez volumineuse et qui peut être en capacité, je pense, d'absorber certains, tout au moins les véno-veineuses peut-être. Mais il y a ça aussi. Ce que je veux dire, c'est juste dans le développement, c'est dans l'idée de développer ce type de raisonnement et de régulation nationale, il faut que ça soit accompagné par une ouverture d'expertise au niveau d'autres centres. Mais après, pardon, juste Nadir, pourquoi tu dis que tu penses que apparemment il y a une quarantaine par an? Pourquoi tu penses que ça va forcément se développer? Moi, j'ai pas forcément ce sentiment parce que ça fait 10 ans qu'on en fait à Marseille. Je pense que tous nos correspondants savent qu'on en fait et on n'a pas spécialement augmenté le nombre d'indications parce qu'on refuse pas spécialement. Et on a l'impression qu'il y a un niveau qui reste assez stable, moi je trouve, dans les indications du MAC. Alors je sais pas, peut-être que c'est faux, mais... Moi je parle pour notre région, je pense que nous on a pas mal à mon avis, de défaut d'information, en manque de diffusion et de communication. Je pense qu'avec ce type de démarche, on va diffuser, on va communiquer davantage, on va diffuser davantage, on va peut-être pas doubler le nombre, mais il y en aura plus, et c'est tant mieux. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, au contraire, c'est tant mieux. Ce que je dis, c'est qu'il faut que ça soit accompagné par une capacité d'absorption de ces malades qui doit être supplémentaire. Voilà. Oui. Et tant qu'on est en travail en réseau et en bonne intelligence, il faut que ça suive aussi. C'est ce que je suis en train de dire, je suis pas contre. Le nombre de centres d'ECMO, il est quand même déjà important en France sur les territoires. C'est même, je pense, par rapport à la population, c'est un des plus importants au monde. Il n'est peut-être pas inenvisageable non plus, aujourd'hui ça n'existe pas, mais que les UMAC redispatchent les patients. Oui, je dis pas, c'est la réflexion. Voilà. J'ouvre la discussion pour ce type de réflexion, effectivement. C'est-à-dire intégrer peut-être, pourquoi pas, les centres qui font de la chirurgie cardiaque, même s'ils ne sont pas organisés pour faire de l'UMAC, qui sont en capacité de les intégrer dans cette régulation, qui sont en capacité d'absorber ces malades. Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a possiblement, on peut avoir plus d'indications dans les années à venir. Les indications respiratoires, c'est sûr qu'il y en a. Les chocs réfractaires septiques, les myocardites qui décédaient dans certaines réanimations parce que pas le temps de... Je pense que ces indications-là, elles peuvent faire qu'on augmente. Aujourd'hui, je pense sous le contrôle de mes collègues, je ne suis pas sûr qu'on puisse assumer, l'UMAC puisse assumer 2 fois plus de patients. En termes de disponibilité interne, de faisabilité, il n'y a pas de liste d'astreinte, il n'y a pas de moyens dédiés à l'UMAC, il n'y a pas de valorisation de l'activité, il n'y a pas de reconnaissance par les instances. Donc déjà, il y a tout un chemin à faire. Mais si, à terme, on arrive à faire qu'il y ait une couverture territoriale avec une harmonisation et quelque chose qui s'organise justement en réseau avec l'idéal, comme les SMUR font dans certaines régions à Paris, nous, on ne peut pas partir. Ah, très bien, mais toi, tu peux partir. Donc, ça nécessite d'imaginer une couverture qui puisse, avec des relais. Dans ces cas-là, pourquoi pas dire, effectivement, le patient qu'on va chercher à Brest, c'est pas celui qui va le chercher qui le ramène forcément chez lui. Aujourd'hui, on fait ça parce que c'est pas possible sinon que le système fonctionne. Notre hôpital, par exemple, il a trouvé que le projet était intéressant, mais si on va chercher des malades et qu'on les ramène dans d'autres hôpitaux tout le temps, ils nous diront ça va pas, parce que c'est des moyens. Mais
Si on a un système qui soit une harmonisation nationale, c'est autre chose. Et dans ces cas-là, effectivement, l'équipe UMAC, elle va mettre l'ECMO et elle va ramener sur le centre le plus proche. Oui, bien sûr. Enfin, il y a Lionel à côté de moi, il ne me dira pas le contraire. Je pense que dans le sud-ouest, nous, comme on est organisé pour y aller, on peut aller canuler à Pau, et si on ne peut pas le ramener, on peut le ramener chez vous. C'est des choses qui doivent être intégrées dans le raisonnement aussi. Non, mais ça, c'est sûr que ça marchera. La difficulté actuelle, c'est que finalement, même si on est la plupart tous des hôpitaux publics, on est quand même tous en concurrence les uns avec les autres. En tout cas, au niveau de nos administrations et de ce que rapportent les patients. Parce que nos administrateurs, eh bien, ils raisonnent comme ça. C'est vrai que sur l'UMAC, ça paraît une hérésie. C'est ce que tu dis. Je pense que si tous on en fait 4, 5 par an, c'est pas bien. On n'aura pas l'expertise. Après, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir des centres transporteurs puissants avec une masse critique de patients importante, une régulation harmonieuse. Et après, je te rejoins complètement, Nadia, de laisser les patients vers le centre ECMO le plus proche. Et il y a aussi l'impact, t'en parlais tout à l'heure, du déracinement. Enfin, on n'imagine pas quand même ce que c'est que quand tu as récupéré un gamin à Limoges ou à Clermont-Ferrand, que tu le ramènes à Trousseau. Pour les familles, ça me paraît quand même hyper logique qui vient compliqué. Alors Ouais. Mais qu'à Lyon, à une pour heure les de histoires d'administration, il peut quand même y avoir des transferts. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une question qui intéresse peut-être pas tout le monde, mais ce qui cote, c'est le séjour hospitalier avec ECMO tous les jours. Hein, donc, mais la procédure UMAC en tant que telle ne cote pas. Mais par contre, ça existe quand même des reversements entre hôpitaux. Bon. Après, notre objectif, nous, c'est la qualité. Hein, quantité, il y en aura peut-être un peu plus, mais bon, nous, notre projet, c'est la qualité. Hein, Je suis persuadé que la quantité, il y en aura plus. Moi, j'ai déjà une petite réponse à ça, puisque en fait, on a débuté pour la thèse d'une interne, donc une étude rétrospective sur ces 3 ans, où on a débuté la diffusion là, de l'ECMO. Probablement déjà, c'est à peu près sûr, en 3 ans, 4 patients auraient dû être adressés. Voilà. Plus que je sais pas, parce que je connais pas. C'est pas énorme non plus, hein, mais ça va pas engorger, je pense, les réas. Par contre, je pense qu'on a de la qualité à gagner. Ouais. Comme disait bien, j'aimais bien ta conclusion, venant de Bruno, que les centres non ECMO intègrent l'ECMO dans leurs algorithmes de traitement comme si c'était chez eux, quoi, quasiment. Oui, bien sûr. Je ne remets pas du tout. J'encourage juste à ce que la réflexion soit encore plus large. C'est-à-dire qu'il faut avoir encore des coups d'avance, quoi. C'est penser à l'étape d'après. Donc, ce que je dis, cette régulation, cette organisation en réseau national, dire la France, on la coupe en 4, il y a 4 UMAC, je pense que c'est ça. Il peut y en avoir plus, oui, peu importe. Mais cette régulation doit tenir compte aussi de la prise en charge de l'aval et intégrer tous ces centres qui font de l'ECMO, qui ont cette expertise, qui peuvent prendre en charge ces patients. Je dis pas, bien sûr, je suis contre laisser un patient dans un hôpital perdu, où ils vont faire une ECMO tous les 10 ans. C'est pas raisonnable, bien entendu. Je peux juste compléter parce que j'ai travaillé longtemps dans la réanimation d'Étienne, donc c'est un gros problème à Lyon aussi puisqu'on a le même souci de place entre la réa pédiatrique, donc qui pourrait potentiellement, sauf en épidémie hivernale, avec tous les bronchiolites, il n'y a pas non plus énormément de lits d'aval, mais qui a quand même 23 lits, donc qui a quand même une grosse capacité, qui n'a aucune expérience de l'ECMO, et d'autre part la réa cardiaque qui a l'expérience de l'ECMO mais qui n'est pas en capacité puisqu'on a peu de lits et qu'on n'arrive pas à faire l'activité de chir cardiaque et qu'on est toujours en compétition avec ça. Donc je suis assez d'accord sur le fait qu'on ne pourra pas, enfin nous actuellement à Lyon, on est limité dans le nombre de patients qu'on peut accueillir en ECMO pour cette raison, pour le nombre de lits d'aval. Mais à la fois, moi maintenant, je rejoins ce que dit Jérôme, mais je suis persuadée qu'il faut des centres experts et qu'il ne faut pas multiplier le nombre de centres qui accueillent des patients. Quand on voit le turnover d'une équipe paramédicale qui a quand même une place centrale dans la gestion d'un patient en ECMO, enfin faire quelques cas par an. Donc voilà, peut-être que les réa pédiatriques en effet peuvent accueillir des ECMO véno-veineuses, mais beaucoup, quoi, beaucoup. Et en tout cas, c'est mon avis. Le
moi, juste pour enfoncer le clou, je parle de mon expérience personnelle. Il arrive des fois, quand on a des appels du MAC et que l'indication elle est tangente, inconsciemment, l'idée d'annuler les malades du lendemain intervient dans le raisonnement. Inconsciemment. Inconsciemment, enfin les chirurgiens, c'est pas le problème, c'est surtout les familles et les patients qui sont en attente. Des fois, Virginie, moi des fois ça me fait un peu plaisir de les mais très amicalement, très amicalement. Honnêtement, c'est pas le problème. Mais le vrai problème, c'est les patients qui sont en attente, qui ont été reportés 2 ou 3 fois. Et puis, on sait que s'il y a une indication réelle du MAC et tout, on ne se pose pas de questions, on y va. Mais vous l'avez tous connu, il y a des indications un peu limites. On se dit, est-ce qu'on y va, on n'y va pas. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. On sait qu'on part pour 6 heures, on va revenir à 5 heures du matin et qu'on est au bloc 3 heures après. Et puis, si on doit annuler les autres, ça, forcément, ça intervient. Et je pense que dans la qualité que tu défends, Pierre, je suis d'accord avec toi, tous ces paramètres organisationnels, ils doivent être pris en compte. Et donc, l'implication des réanimations polyvalentes et pédiatriques pour la prise en charge de ces patients, elle est déterminante, à mon avis. D'autres remarques sur cette discussion fort intéressante? Philippe? Je voulais revenir sur la régulation centralisée. C'est super que tous les centres qui prennent en charge les enfants critiques en France puissent faire référence à un centre UMAC. J'ai un peu plus de mal à voir l'intérêt de centraliser la régulation. En fait, est-ce que ça va rajouter un intermédiaire? C'est quoi le rôle exactement? Moi, je vous ai parlé de ça parce que c'est ce qui est fait à d'autres endroits. Je ne suis pas sûr du tout que de dédier, d'avoir quelque chose de centralisé serve à grand-chose. Parce qu'il n'y a pas la masse d'appels. Moi, voilà, c'était une des possibilités. Personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Mais voilà, certains pays font ça, donc je le proposais. Mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Philippe, tu veux clore cette journée? Juste un point sur ces problèmes d'organisation de l'ECMO et de l'UMAC. On en a parlé déjà entre nous avec Pierre-Louis, avec Pierre, avec Nicolas et d'autres. Il faudra probablement qu'on aille discuter de ça avec la DGOS, de façon à ce qu'on essaie de mettre en place des recommandations qui puissent redescendre sur les ARS, de façon à ce que ça puisse redescendre sur les hôpitaux. Pour expliquer que, comme on l'a dit tout à l'heure, il existe des possibilités du MAC, il existe des possibilités d'aller chercher des patients et de leur mettre des ECMO, mais d'expliquer les moyens qu'on a actuellement et qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je redoute un petit peu qu'un jour ça arrive dans la presse et qu'on dise mais pourquoi ils n'ont pas mis une ECMO, pourquoi ils ne sont pas allés chercher. Les moyens actuellement dont on dispose, on l'a dit, sont très limités. La preuve, tout le monde fait le LUMAC en même temps que les gens travaillent dans les services. C'est pour dire à quel point on n'est pas du tout organisé comme la Corée du Sud, comme les pays nordiques ou les États-Unis. Donc il faut que ça se sache et il faut que la DGOS ait cette information-là. Donc probablement, une des missions du club ECMO, ça sera avec des experts, d'aller expliquer où on en est, nos difficultés, les demandes qui sont faites et qu'on démarre une base de réflexion qui pourrait aboutir un jour à des systèmes un peu mieux organisés en France. Mais c'est sûr qu'on arrive à ce niveau-là. On va terminer cette journée. Merci à tous d'être venus encore une fois jusqu'à Bordeaux. Probablement on recommencera la même chose l'année prochaine. N'oubliez pas de poser toutes vos petites feuilles, elles sont très importantes. Les feuilles d'émargement, on vous a demandé de signer votre présence, c'est important pour le DPC, surtout ceux qui ont fait des demandes pour qu'on puisse faire rembourser. Et aussi les feuilles d'évaluation. Comme ça, si Nadir a des mauvaises remarques, il ne parlera plus, mais il serait content de le faire. Donc j'espère que vous lui avez mis des bonnes notes, ainsi qu'à tous les autres. Merci à tous. Merci Pierre. à tous pour ce congrès et merci à Philippe d'avoir encore une fois organisé ça avec brio et merci mille fois. C'est pas dur, c'est un